aussi différentes qu'elles soient par leur forme, leur style et leur visée. La question kantienne et celle des idéologues ont le même point d'application. Le rapport des représentations entre elles. Mais ce rapport, ce qui le fonde et le justifie. Kant ne le requiert pas au niveau de la représentation, même atténué en son contenu jusqu'à n'être plus. Aux confins de la passivité et de la conscience, que pure et simple sensation. Il l'interroge dans la direction de ce qui le rend possible dans sa généralité. Au lieu de fonder le lien entre les représentations par une sorte de creusement interne qui les vide peu à peu jusqu'à la pure impression, il l'établit sur les conditions qui, en définissant la forme universellement valable, en dirigeant ainsi sa question, Kant contourne la représentation et ce qui est donné en elle, pour s'adresser à cela même à partir de quoi toute représentation, qu'elle soit, peut être donnée. Ce ne sont donc pas les représentations elles-mêmes, selon les lois d'un jeu leur appartenant en propre, qui pourraient se déployer à partir de soi et d'un seul mouvement se décomposer par l'analyse et se recomposer par la synthèse. Sous des jugements d'expérience ou des constatations empiriques pouvant se fonder sur les contenus de la représentation. Toute autre liaison, si elle doit être universelle, doit se fonder au-delà de toute expérience, dans l'a priori qui le rende possible. Non qu'il s'agisse d'un autre monde, mais des conditions sous lesquelles peut exister toute représentation du monde en général. Il y a donc une correspondance certaine entre la critique kantienne et ce qui, à la même époque, se donnait comme la première forme à peu près complète d'analyse idéologique. Mais l'idéologie, en étendant sa réflexion sur tout le champ de la connaissance, depuis les impressions originaires jusqu'à l'économie politique, en passant par la logique, l'arithmétique, les sciences de la nature et la grammaire,
Essayer de reprendre dans la forme de la représentation, c'est la même, qui était en train de se constituer et de se reconstituer en dehors de celle-ci. Cette reprise ne pouvait se faire que sous la forme quasi-mythique d'une genèse à la fois singulière et universelle. Une conscience isolée, vide et abstraite devait, à partir de la représentation la plus mince, développer peu à peu le grand tableau de tout ce qui est représentable. En ce sens, l'idéologie est la dernière des philosophies classiques, un peu comme Juliette est le dernier des récits classiques. Les scènes et les raisonnements de Sade, reprenant toute la neuve violence du désir, dans le déploiement d'une représentation transparente et sans défaut. Les analyses de l'idéologie, reprenant dans le récit de naissance toutes les formes, et jusqu'au plus complexe de la représentation. En face de l'idéologie, la critique kantienne marque en revanche le seuil de notre modernité. Elle interroge la représentation non pas selon le mouvement indéfini qui va de l'élément simple à toutes ces combinaisons possibles, mais à partir de ses limites de droite. Elle sanctionne ainsi pour la première fois cet événement de la culture européenne qui est contemporaine de la fin du XVIIIe siècle. Le retrait du savoir et de la pensée hors de l'espace de la représentation. Celui-ci est mis alors en question dans son fondement, son origine et ses bornes par le fait même, le champ illimité de la représentation. Que la pensée classique avait instauré, que l'idéologie avait voulu parcourir selon un pas à pas discursif et scientifique, apparaît comme une métaphysique, mais comme une métaphysique qui ne serait jamais contournée elle-même, qui se serait posée dans un dogmatisme non averti et n'aurait jamais fait venir en pleine lumière la question de son droit. En ce sens, la critique fait ressortir la dimension métaphysique que la philosophie du XVIIIe siècle avait voulu réduire par la seule analyse de la représentation, mais elle ouvre en même temps la possibilité d'une autre métaphysique qui aurait pour propos d'interroger hors de la représentation tout ce qui en est la source et l'origine. Elle permet
ces philosophies de la vie, de la volonté, de la parole que le 19e siècle va déployer dans le sillage de la critique. Part 6. Les synthèses objectives de la série presque infinie de conséquences. De conséquences, en tout cas, illimitées, puisque notre pensée aujourd'hui appartient encore à leur dynastie. Au premier rang, il faut sans doute placer l'émergence simultanée d'un thème transcendantal et du champ empirique nouveau, ou du moins distribué et fondé d'une manière nouvelle. On a vu comment, au XVIIe siècle, l'apparition de la mathématique comme science générale de l'ordre n'avait pas eu seulement un rôle fondateur dans les disciplines mathématiques, mais qu'elle avait été corrélative de la formation de domaines divers et purement empiriques comme la grammaire générale, l'histoire naturelle et l'analyse des richesses. Ceux-ci n'ont pas été construits selon un modèle que leur aurait prescrit la mathématisation ou la mécanisation de la nature. Ils se sont constitués et disposés sur le fond d'une possibilité générale, celle qui permettait d'établir entre les représentations un tableau ordonné des identités et des différences. C'est la dissolution dans les dernières années du XVIIIe siècle de ce champ homogène des représentations ordonnables qui fait apparaître corrélativement deux formes nouvelles de pensée. L'une interroge les conditions d'un rapport entre les représentations du côté de ce qui les rend en général possibles. Elle met ainsi à découvert un champ transcendantal où le sujet, qui n'est jamais donné à l'expérience, puisqu'il n'est pas empirique, mais qui est fini, puisqu'il n'y a pas d'intuition intellectuelle, détermine dans son rapport à un objet X toutes les conditions formelles de l'expérience en général. C'est l'analyse du sujet transcendantal qui dégage le fondement d'une synthèse possible entre les représentations. En face de cette ouverture sur le transcendantal et symétriquement à elle, une autre forme de pensée interroge les conditions d'un rapport entre les représentations du côté de l'être même qui s'y trouve représenté. Ce qui, à l'horizon
de toutes les représentations actuelles, s'indique de soi-même comme le fondement de leur unité. Ce sont ces objets jamais objectivables, ces représentations jamais entièrement représentables, ces visibilités à la fois manifestes et invisibles, ces réalités qui sont en retrait dans la mesure même où elles sont fondatrices de ce qui se donne et s'avance jusqu'à nous. La puissance de travail, la force de la vie, le pouvoir de parler. C'est à partir de ces formes qui rôdent aux limites extérieures de notre expérience que la valeur des choses, l'organisation des vivants, la structure grammaticale et l'affinité historique des langues viennent jusqu'à nos représentations et sollicitant de nous la tâche peut-être infinie de la connaissance. On cherche ainsi les conditions de possibilité de l'expérience dans les conditions de possibilité de l'objet et de son existence. Alors que, dans la réflexion transcendantale, on identifie les conditions de possibilité des objets de l'expérience aux conditions de possibilité de l'expérience elle-même. La positivité nouvelle des sciences de la vie, du langage et de l'économie est en correspondance avec l'instauration d'une philosophie transcendantale. Le travail, la vie et le langage apparaissant comme autant de transcendantaux qui rendent possible la connaissance objective des êtres vivants. Les lois de la production des formes de langage. En leur être, ils sont hors connaissance, mais ils sont par cela même condition de connaissance. Ils correspondent à la découverte par Kant d'un champ transcendantal et pourtant ils en différent sur deux points essentiels. Ils se logent du côté de l'objet et en quelque sorte au-delà, comme l'idée dans la dialectique transcendantale. Ils totalisent les phénomènes et disent la cohérence a priori des multiplicités empiriques. Mais ils les fondent dans un être dont la réalité énigmatique constitue avant toute connaissance l'ordre et le lien de ce qu'elle a à connaître. De plus, il concerne le domaine des vérités a posteriori et les principes de leur synthèse. Et non pas la synthèse
a priori de toute expérience possible. La première différence, le fait que les transcendentaux soient logés du côté de l'objet, explique la naissance de ces métaphysiques qui, malgré leur chronologie post-kantienne, apparaissant comme pré-critiques. En effet, elles se détournant d'une analyse des conditions de la connaissance telles qu'elles peuvent se dévoiler au niveau de la subjectivité transcendantale. Mais ces métaphysiques se développant à partir des transcendentaux objectifs, la parole de Dieu, la volonté, la vie, qui ne sont possibles que dans la mesure où le domaine de la représentation se trouve préalablement limité. Elles ont donc le même sol archéologique que la critique elle-même. La seconde différence, le fait que ces transcendentaux concernant les synthèses a posteriori explique l'apparition d'un positivisme. Toute une couche de phénomènes est donnée à l'expérience dans la rationalité et l'enchaînement reposant sur un fondement objectif qu'il n'est pas possible de mettre au jour. On peut connaître ne pas les substances, mais les phénomènes, non pas les essences mais les lois, non pas les êtres mais leur régularité. Ainsi s'instaure à partir de la critique, ou plutôt à partir de ce décalage de l'être par rapport à la représentation dont le kantisme est le premier constat philosophique, une corrélation fondamentale. D'un côté des métaphysiques de l'objet, plus exactement des métaphysiques de ce fond jamais objectivable, d'où viennent les objets à notre connaissance superficielle. Et de l'autre des philosophies qui se donnent pour tâche la seule observation de cela même qui est donnée à une connaissance positive. On voit comment les deux termes de cette opposition se prêtant appui et se renforçant l'une l'autre. C'est dans le trésor des connaissances positives et surtout de celles que pouvons délivrer la biologie, l'économie ou la philologie que les métaphysiques défendent ou des transcendentaux objectifs trouveront leur point d'attaque. Et c'est inversement dans le partage entre le fond inconnaissable et la rationalité de connaissable que les positivismes trouveront leur justification. Le triangle critique, positivisme, métaphysique
de l'objet est constitutif de la pensée européenne depuis le début du XIXe siècle jusqu'à Bergson. Une telle organisation est liée dans sa possibilité archéologique à l'émergence de ces champs empiriques dont la pure et simple analyse interne de la représentation ne peut plus désormais rendre compte. Elle est donc corrélative d'un certain nombre de dispositions propres à la épistémé et de dispositions propres à l'épistémé. Non, de dispositions propres à l'épistème moderne. L'épistème moderne. Tout d'abord, un thème vient au jour qui jusque-là était resté informulé et à vrai dire inexistante. Il peut sembler étrange qu'à l'époque classique, on n'ait pas essayé de mathématiser les sciences d'observation ou les connaissances grammaticales ou l'expérience économique. Comme si la mathématisation galiléenne de la nature est le fondement de la mécanique aveuglante. Seul suffit à accomplir le projet d'une mathématicien. Il n'y a cela rien de paradoxal. L'analyse des représentations selon leur identité et leur différence, leur mise en ordre dans des tableaux permanents, situant de plein droit les sciences de qualitatif dans le champ d'une mathématique universelle. À la fin du XVIIe siècle, un partage fondamental et nouveau se produit. Maintenant que le lien des représentations ne s'établit plus dans le mouvement même qui les décompose. Les disciplines analytiques se trouvant épistémologiquement distinctes de celles qui doivent avoir recours à la synthèse. On aura donc un champ de sciences a priori, de sciences formelles et pures, de sciences déductives qui relèvent de la logique et des mathématiques. De l'autre part, on voit se détacher un domaine de sciences a posteriori, de sciences empiriques, qui, n'utilisant les formes déductives que par fragments et dans des régions étroitement localisées. Or, ce partage a pour conséquence le souci épistémologique de retrouver à un autre niveau l'unité qui a été perdue avec la dissociation de la mathématique et de la science universelle de l'ordre, de la
un certain nombre d'efforts qui caractérisent la réflexion moderne sur les sciences. La classification des domaines de savoir à partir des mathématiques et la hiérarchie qu'on instaure pour aller progressivement vers le plus complexe et le moins exact. La réflexion sur les méthodes empiriques de l'induction et l'effort à la fois pour les fonder philosophiquement et les justifier d'un point de vue formel. La tentative pour purifier, formaliser et peut-être mathématiser les domaines de l'économie, de la biologie et finalement de la linguistique elle-même. En contrepoint de ces tentatives pour reconstituer un champ épistémologique unitaire, on trouve à intervalles réguliers l'affirmation d'une impossibilité. Celle-ci serait due soit à une spécificité irréductible de la vie, qu'on essaye de cerner surtout au début du XIXe siècle. Soit au caractère singulier des sciences humaines qui résisteraient à toute réduction méthodologique. Cette résistance, on essaie de la définir et de la mesurer surtout dans la seconde moitié du XIXe siècle. Sans doute en cette double affirmation, alternée ou simultanée, de pouvoir et de ne pas pouvoir formaliser l'empirique. Faut-il reconnaître le tracé de cet événement profond qui, vers la fin du XVIIIe siècle, a détaché de l'espace des représentations la possibilité de la synthèse. C'est cet événement qui place la formalisation ou la mathématisation au cœur de tout projet scientifique moderne. C'est lui également qui explique pourquoi toute mathématisation active ou toute formalisation naïve de l'empirique prend l'allure d'un dogmatisme pré-critique et résonne dans la pensée comme un retour aux platitudes de l'idéologie. Il faudrait évoquer encore un second caractère de l'épistème moderne. Durant l'âge classique, le rapport constant et fondamental du savoir, même empirique, a un
universelle justifiait le projet, sans cesse repris sous des formes diverses, d'un corpus enfin unifié des connaissances. Ce projet, il a pris tour à tour, mais sans que son fondement ait été modifié. L'allure soit d'une science générale de mouvement, soit d'une caractéristique universelle, soit d'une langue réfléchie et reconstituée dans toutes ses valeurs d'analyse et dans toutes ses possibilités de syntaxe, soit enfin d'une encyclopédie alphabétique ou analytique du savoir. Peu importe que ces tentatives n'ayant pas reçu d'achèvement ou qu'elles n'ayant pas accompli entièrement le dessein qui les avait fait naître. Elles manifestant toutes à la surface visible des événements ou des textes les profondes unités que l'âge classique avait instaurées en donnant pour socle archéologique au savoir l'analyse des identités et des différences et la possibilité universelle d'une mise en ordre. De sorte que Descartes, Leibniz, Diderot et D'Alembert, en ce qu'on peut appeler leur échec, on leur ouvre suspendu ou dévié, demeurant au plus près de ce qui était constitutif de la pensée classique. À partir du XIXe siècle, l'unité de la Matisse est rompue, deux fois rompue. D'abord, selon la ligne qui partage les formes pures de l'analyse et les lois de la synthèse. D'autre part, selon la ligne qui sépare, lorsqu'il s'agit de fonder les synthèses, la subjectivité transcendantale et le mode d'être des objets. Ces deux formes de rupture font naître deux séries de tentatives qu'une certaine visée d'universalité semble placer en écho des entreprises cartésiennes ou leibniziennes. Mais à regarder d'un peu plus près, l'unification du champ de la connaissance ne peut avoir XIXe siècle ni les mêmes formes, ni les mêmes prétentions, ni les mêmes fondements qu'à l'époque classique. À l'époque de Descartes ou de Leibniz, la transparence réciproque de savoir et de la philosophie était entière, à ce point que l'universalisation du savoir en une pensée philosophique n'exigeait pas un mode de réflexion spécifique. À partir de Kant,
le problème est tout différent. Le savoir ne peut plus se déployer sur fond unifié et unificateur d'un mathésis. D'un côté se pose le problème des rapports entre le champ formel et le champ transcendantal. Et à ce niveau, tous les contenus empiriques du savoir sont mis entre parenthèses et demeurant en suspens de toute validité. Et à d'autre part, se pose le problème des rapports entre le domaine, l'empiricité et le fondement transcendantal de la connaissance. Alors, l'ordre pur du formel est mis de côté comme non pertinent pour rendre compte de cette région où se fonde toute expérience, même celle des formes pures de la pensée. Mais dans un cas comme dans l'autre, la pensée philosophique de l'universalité n'est pas de même niveau que le champ de savoir réel. Elle se constitue soit comme une réflexion pure susceptible de fonder, soit comme une reprise capable de dévoiler. La première forme de la philosophie s'est manifestée d'abord dans l'entreprise fictéenne, où la totalité ou domaine transcendantal est génétiquement déduit des lois pures, universelles et vides de la pensée. Par là s'est ouvert un champ de recherche où l'on essaie soit de ramener toute réflexion transcendantale à l'analyse des formalismes, soit de découvrir dans la subjectivité transcendantale le sol de possibilité de tout formalisme. Quant à l'autre ouverture philosophique, elle est apparue d'abord avec la phénoménologie hegelienne, quand la totalité du domaine empirique a été reprise à l'intérieur d'une conscience, se révélant à elle-même comme esprit, c'est-à-dire comme champ à la fois empirique et transcendantal.